Heureuse de vous retrouver pour ce rendez-vous de l'actualité sur Green TV International. Voici les titres. La Commission climat pour la région du Sahel a signé un accord avec le gouvernement du Niger pour installer son siège à Niamey. Ce choix de la capitale nigérienne répond à ses besoins stratégiques. Le Nil, le plus long fleuve d'Afrique, subit de plein fouet les conséquences du réchauffement climatique et de la croissance démographique. Les eaux du Nil commencent par chuter. Et puis nous ferons un zoom sur l'aquaculture bio. Comment élever les poissons avec des techniques bio? Les réponses dans ce journal. C'étaient les titres. À présent, le développement. Le siège de la Commission climat de la région du Sahel s'est installé au Niger. Les responsables de la dite commission et les autorités du Niger ont signé le mercredi passé un accord de siège à Niamey, la capitale nigérienne. Ce choix tient compte des enjeux stratégiques de la région. Les précisions avec Vivace Amana. La lutte contre le changement climatique par les États africains continue sur divers plans. En ce sens, la Commission climat pour la région du Sahel a signé en ce début du mois de mai un accord avec l'État du Niger pour l'installation de son siège dans ce pays du Sahara. Cet accord est signé entre le secrétaire exécutif de cette commission, M. Issifi Bourima, et le ministre d'État nigérien chargé des Affaires étrangères et de la coopération, M. Hassoumi Massoudou à Niamey. La signature et l'installation du siège de la Commission climat pour la région du Sahel au Niger permettra de faciliter et de mener des actions adaptées dans la lutte contre le changement climatique dans la sous-région. Les deux parties prenantes de cet accord ont salué l'implication et les efforts sans cesse fournis par les plus hautes autorités du Niger et de l'Union africaine dans la lutte contre le dérèglement climatique. Notant que le choix du Niger pour abriter le siège de la Commission climat pour la région du Sahel est fait sur la base de sa position géographique et stratégique. Cela permettra de centraliser les recherches et d'apporter des solutions adaptées pour une meilleure protection de l'environnement et le bien-être des populations. Les députés togolais ont donné le jeudi 4 mai à Lomé le feu vert au gouvernement pour l'adhésion du pays à l'accord sur la création de l'Institut mondial de la croissance verte. Elle a été adoptée le 20 juin 2012 à Rio de Janeiro. Alessandra Adekombi pour les précisions. La croissance verte, caractérisée par un équilibre entre la croissance économique et la protection de l'environnement. L'adhésion du Togo dans cet accord assure donc au pays la promotion de la croissance verte et de la croissance économique, notamment la réduction drastique des déchets et une limitation des ressources et de l'énergie allouées à la consommation et à la protection. Le Togo bénéficiera aussi de l'assistance technique de l'Institution mondiale de la croissance verte. D'après l'exécutif, l'adhésion à l'accord va renforcer les capacités de mobilisation des ressources financières additionnelles au budget de l'État, accélérer l'accès au fonds climat, assurer une meilleure protection de l'environnement, contribuer à la mise en œuvre d'initiatives pour la transition vers une économie nationale résiliente avec pour effet la mutation des emplois, la création d'emplois et l'évolution des compétences. Le ministre de l'Environnement et des Ressources forestières, Katari Folibazi, et le ministre de l'Économie maritime et de la protection côtière, Kokou Edem Tengue, ont expliqué la nécessité pour le Togo de faire partie de cet accord qui est l'Institut mondial de la croissance verte. Cette adhésion permettra d'accompagner le gouvernement dans la réalisation de sa feuille de route sur la protection de l'environnement d'ici 2025. Les calamités naturelles comme la sécheresse continuent de faire baisser la production agricole. En Tunisie, les agriculteurs ne savent plus comment faire pour rehausser la production de céréales qui est en pleine chute. Plus de précisions dans ce commentaire de Vivace Amana. Les contraintes climatiques continuent de produire leurs effets désagréables sur l'environnement. En Tunisie, comme dans la plupart des pays de l'Afrique du Nord, la sécheresse fait baisser considérablement les récoltes. Le constat est amer pour les agriculteurs tunisiens dont la production de blé est loin de donner le résultat attendu. Le sol est sec et poussiéreux. Sur plus de 500 hectares ensemencés, à peine 70 ont donné un résultat alors que l'année dernière, des centaines de tonnes ont été produites. La sécheresse plombe depuis 4 ans la production céréalière en Tunisie
et les réserves sont presque épuisées. Une pénurie de céréales s'installe et pourrait entraîner une dépendance vis-à-vis de l'extérieur. Les agriculteurs se plaignent de la rareté et de l'irrégularité des pluies durant toute l'année. Ils sont ensuite contraints d'utiliser les tiges des cultures pour nourrir les animaux. L'inquiétude s'installe pour les années à venir par rapport à la rareté des semences. Pour Tahar Chaouchi, un agriculteur tunisien affecté par les effets de la sécheresse, rien ne pourra être produit dans les années prochaines. Il faudra repenser l'agriculture au vu des changements climatiques selon Raouda Gafrej, experte en climat. Avec le changement climatique, il faut absolument repenser l'agriculture. Ce n'est plus logique de fournir 80% des ressources en eau pour 8% des terres agricoles utiles et laisser l'agriculture pluviale sans eau parce qu'avec la sécheresse, il n'y aura plus d'eau pour faire l'agriculture pluviale. Les agriculteurs et pêcheurs prévoient une forte baisse de la production de plus de 60% par rapport aux dernières années. Ils invitent les autorités du pays à l'annonce d'un état d'urgence en matière de sécheresse et de besoins hydrauliques. Le plus long fleuve d'Afrique se meurt à cause des changements climatiques. Le niveau des eaux du Nil baisse à cause de la sécheresse et de la pression démographique. Plus de précisions dans le commentaire qui suit. Deuxième fleuve le plus long au monde, le Nil est en proie au changement climatique. Long de 6600 km, ce fleuve prend sa source à environ 4135 mètres d'altitude dans les montagnes du Burundi et coule vers le nord à travers le Soudan et l'Égypte pour se jeter dans la Méditerranée. Depuis quelques années, plusieurs facteurs comme les crises climatiques menacent le Nil dont la dépendance provient fortement des précipitations. Selon l'expert en eau Ahmed Al-Mofti, cette situation est due aux impacts environnementaux et à l'augmentation de la population par rapport au quota actuel du Nil. Un problème supplémentaire pour le Soudan qui peine à gérer ses ressources hydriques, faute d'un système d'agriculture et de stockage des eaux pluviales. Pour préserver cet immense fleuve, les experts recommandent de réduire la pollution en diminuant les rejets des déchets industriels et domestiques dans le fleuve. De même, ils préconisent des campagnes de sensibilisation pour encourager le respect de l'environnement et pour promouvoir la préservation du Nil. Pour les experts, tous les pays traversés par le Nil devraient élaborer des politiques communes en vue de protéger ce fleuve. Selon les prévisions des Nations Unies, le manque de précipitations et la multiplication des sécheresses en Afrique pourraient entraîner une baisse de 70% du débit des fleuves d'ici 2100. En Ouganda, les grosses pluies de ces derniers jours ont provoqué l'effondrement de l'autoroute de Kabale-Kisoro qui relie l'Ouganda à la République démocratique du Congo et au Rwanda. La circulation a été bloquée pendant des heures au grand désarroi des conducteurs et des passagers. Alessandra Adekombi pour les précisions. Les automobilistes sont restés bloqués pendant des heures, y compris les conducteurs de camions de marchandises se dirigeant vers le Rwanda et la République démocratique du Congo. L'autoroute Kabale-Kisoro relie l'Ouganda à la République démocratique du Congo par la frontière de Bunagana et au Rwanda par la frontière de Tianika. Les automobilistes empruntent désormais les routes plus petites, mais elles sont impraticables pour les poids lourds. Plusieurs routes et ponts dans l'ouest de l'Ouganda ont également été emportés par les pluies persistantes. Les prévisions météorologiques indiquent que l'actuelle saison des pluies apportera des niveaux de précipitations supérieurs à la normale. Kabale et Kisoro sont des régions montagneuses où des lacs de cratères et des rivières coulent à travers les collines. Le dernier effondrement de cette autoroute remonte à une quarantaine d'années. Au cours de la semaine dernière, au moins 10 personnes ont été tuées par les glissements de terrain et des inondations, de nombreux disparus et des dégâts matériels. En Polynésie française, l'île de Tilipo a été engloutie par de violentes inondations lundi dernier. On note des dégâts matériels et des personnes blessées. Les images avec Rafietou Mbirikou. Emportée par les vagues, cette voiture dérive vers l'océan Pacifique. Impossible de distinguer la côte, la presqu'île de Te Aupo, site olympique, est inondée. Une troisième moitié sur le récif.
Et à côté, il y a le spot de Saint-Ravin. Les véhicules garés, entraînés par la crue, sont nombreux. Une quatrième voiture. Hier, une forte houle et des trompes d'eau ont saisi les habitants. Regardez vos voitures. Faisant déborder les cours d'eau. La rivière est sortie de son lit et se dirige tout droit vers les maisons. Des torrents de boue gonflent, atteignent 1,50 m de hauteur devant des habitants impuissants. L'eau s'infiltre jusqu'à l'intérieur des maisons. Une centaine d'habitations sont sinistrées et 3 personnes légèrement blessées. Ce matin, les pelleteuses tentent d'évacuer les épaisses couches de boue. Cet homme, lui, doit retrouver ses affaires charriées par la crue. Mes frigidaires, là-bas, c'est parti sur la maison là-bas, mes frigidaires. Mon freezer, c'est tout, c'est là-bas. Les autres affaires, c'est chez mon oncle, c'est tout parti là-bas. Ma machine à laver, je ne sais pas où c'est la machine à laver. J'ai tout perdu. Face à la forte houle, les autorités appellent toujours à la plus grande prudence. La vigilance jaune est maintenue à Tahiti. La Commission de l'UE a adopté la semaine dernière des mesures visant à protéger la population et l'environnement contre les effets toxiques du plomb. Pour cela, son utilisation sera interdite sur le territoire européen afin de limiter les dangers sur la santé des populations. Les détails dans ce commentaire de Alexandra Adekombi. Adopté dans le cadre de la législation de l'Union européenne sur les substances chimiques, l'interdiction du polychlorure de vinyle devait permettre d'éviter jusqu'à 8,4 tonnes d'émissions de plomb par an pour le bénéfice de la santé publique et en particulier la santé des enfants. L'interdiction permettra également une concurrence équitable entre les articles en polychlorure de vinyle fabriqués dans les pays de l'Union européenne qui ne contiennent pas de plomb depuis 2015 et les articles importés où le plomb peut encore être présent. Les articles contenant du polychlorure de vinyle rigide recyclés peuvent encore être vendus et utilisés pendant une certaine période afin de promouvoir le recyclage et d'économiser 1,5 million de tonnes d'émissions du dioxyde de carbone par an. Toutefois, pour garantir la sécurité du recyclage, ces articles doivent être entièrement recouverts d'une couche sans plomb, de sorte que les personnes et l'environnement soient protégés contre l'exposition accidentelle au plomb. La proposition de la Commission a été soumise par les États membres au sein du comité REACH en décembre 2022 et a été soumise avec succès au contrôle du Parlement et du Conseil en mars 2023. La Commission continuera de travailler avec l'Agence européenne des produits chimiques sur les moyens de limiter l'exposition environnementale et humaine au plomb, conformément aux objectifs de la stratégie de l'Union européenne pour la durabilité dans le domaine des produits chimiques et du Pacte vert pour l'Europe. Faire de l'aquaculture, c'est bien, mais élever les poissons dans des conditions bio, c'est encore mieux. Cela garantit une consommation saine et de nombreux bienfaits sur la santé. Tout savoir sur l'aquaculture bio, c'est dans ce reportage. Au Togo, le secteur halieutique est en pleine croissance. Selon le ministère chargé de la pêche, la production aquacole est passée de 730 tonnes en 2020 à 1151 tonnes en 2022. De même, 6300 tonnes de poissons sont enlevées dans les eaux continentales. Aujourd'hui, les populations consomment de plus en plus de poissons afin de profiter de leurs protéines bénéfiques pour l'organisme humain. Alors, ici, pour mes mètres, j'utilise habituellement 3 types de poissons. Il y a les tilapias, il y a le dorade, il y a aussi akpala que nous utilisons habituellement pour faire nos plats. Presque tous mes poissons, c'est auprès des frigoristes. Pour être honnête, quand le client il est là, on ne va pas aller attendre 2 jours, 3 jours pour se faire livrer. Nous sommes sur un site touristique à Tokpli où l'on fait l'élevage de plusieurs catégories de poissons. Ici, on est au point d'un étang piscicole. Les espèces, ici, on a le poisson-chat et le tilapia que nous élevons. Maintenant, il y a aussi une exposition des poissons venant directement de la rivière, donc dont on a le paracana. On a 2 espèces de paracana. Il y a le paracana oscura et le paracana africana.
Dans les systèmes de pisciculture, le tilapia est pratiquement omnivore car la grande partie de ses aliments est tirée des déchets ménagers. Cette capacité d'adaptation à divers aliments et déchets est la source de sa haute potentialité en matière de pisciculture. Voilà leurs aliments. C'est un aliment composé. C'est composé de farine de poisson, de son de blé et plusieurs matières. Par ailleurs, ces plantes qu'on retrouve à la surface de l'eau sont introduites. Elles ne sont pas qu'à titre décoratif. Et c'est pour aussi servir de support de ponte. Lorsqu'il va avoir de l'éclosion, c'est sur ces racines-là qu'ils vont aller pondre pour pouvoir faciliter l'éclosion des œufs. Tous ces poissons élevés dans des conditions naturelles sont les mieux indiqués pour notre consommation et pour notre bonne santé, plutôt que les poissons importés dont on n'a aucune connaissance des conditions de traitement. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de nos programmes. Au revoir et à bientôt.